Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire du dénombrement. Donc première question, qu'est-ce que c'est que le dénombrement? Eh bien le dénombrement et la combinatoire, les deux sont liés, eh bien ça correspond à la branche des mathématiques qui va s'intéresser à compter des choses. Donc quand je dis des choses, en fait ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, enfin évidemment dans le cadre des mathématiques, mais ça peut être n'importe quel objet mathématique. Et pourquoi est-ce que c'est utile de savoir compter? Eh bien, déjà, quelquefois, ça donne des informations utiles de savoir la quantité de choses qui vérifient certaines propriétés. Et dans le cadre du programme du lycée, c'est particulièrement utile dans le cadre des probabilités, puisqu'on a vu dans une précédente vidéo que quand on est dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement est égale donc au nombre d'issues qui vérifient cet événement divisé par le nombre d'issues totales. Et donc, pour pouvoir appliquer cette formule, on a besoin de connaître le nombre d'issues qui vérifient un événement donné et le nombre d'issues totales. Et donc, c'est pour ce genre de situation que le dénombrement est utile. Donc, on va commencer par le niveau 0 du dénombrement, enfin niveau 0 du comptage. Donc, on va compter de 0 à 10. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'était l'échauffement. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et généralement, la première fois qu'on s'intéresse à des questions liées au dénombrement, les raisonnements qui interviennent sont un peu surprenants et les gens sont pas très à l'aise avec au début. Donc dans cette première vidéo, on va rester dans des cas très concrets, donc de la vie de tous les jours, puis on va essayer de compter certaines choses dans différentes situations. Et puis dans une seconde vidéo, on généralisera tous ces résultats et on commencera à écrire des formules et des résultats avec des lettres. Mais aujourd'hui, on va rester tout du long avec des chiffres. Donc la première situation, ça va être le code PIN d'un téléphone ou le code d'un cadenas à 4 chiffres. Et donc la première question, ça va être de savoir combien il y a de codes possibles au total. Donc on va dire que c'est un code donc à 4 chiffres. Et donc après, tous les chiffres peuvent aller de 0 à 9. Et donc la première question qu'on peut se poser, c'est comme je le disais, combien il y a de codes au total? Et pour ça, à ce stade, il y a un raisonnement qui marche tout à fait et qui consiste à dire que on a tous les codes possibles de 0, donc qui s'écrirait ici 0000 jusqu'à 9999, et des nombres entre 0 et 9999 inclus, eh bien il y en a 10 000. Donc ce qui veut dire qu'il y a 10 000 codes à 4 chiffres. Et ça, ce raisonnement-là, ça marche tout à fait. Mais si on commence à rajouter des contraintes que doit vérifier le code, eh bien très rapidement, on va plus s'en sortir avec ce genre de raisonnement. Ça peut encore marcher si les contraintes sont assez faibles. Par exemple, si on se dit, tiens, je veux un code qui se termine par un chiffre pair. Donc 0, 2, 4, 6 ou 8. Eh bien, on sait que quand on a un ensemble de nombres consécutifs, si le nombre total est pair, on a la moitié de nombre pair et la moitié de nombre impair. Donc là, ici, si on sait qu'au total, il y a 10 000 codes possibles, ça veut dire qu'on a la moitié qui se termine par un chiffre pair et la moitié qui se termine par un chiffre impair. Donc on peut encore raisonner comme ça, mais admettons, si on se dit que le code doit se terminer par 3 ou 5, on peut encore faire le même type de raisonnement que celui qu'on faisait au début, mais ça devient de plus en plus pénible et de moins en moins évident et direct. Donc en fait, moi, ce que j'aime faire pour ce genre d'exercice, c'est que je me dis, j'ai 4 chiffres, donc j'ai 4 emplacements à remplir. Et donc si on oublie pour l'instant euh, cette contrainte supplémentaire, et qu'on revient simplement à comment est-ce qu'on peut obtenir le nombre total de codes à 4 chiffres, eh bien on peut se dire que pour le premier emplacement, on a 10 possibilités. Pour le deuxième, on en a aussi 10, tous les chiffres de 0 à 9, et pareil pour le troisième, et pareil pour le quatrième. Et ensuite, pour obtenir le nombre total de combinaisons, eh bien on multiplie tous ces nombres entre eux. On arrive bien à 10 puissance 4, ce qui permet de retomber sur le 10 000 qu'on avait trouvé au début. Maintenant, disons qu'on veut donc avoir cette contrainte supplémentaire.
Donc que le code doit se terminer par 3 ou 5. Eh bien, pour le premier emplacement, on n'a pas de contrainte, donc on a toujours 10 possibilités. Pareil pour le deuxième emplacement, pareil pour le troisième, et en fait, ça change simplement pour le dernier emplacement, là où il y a la contrainte. Et la contrainte, c'est que ça doit se terminer par 3 ou 5. Donc en fait, pour le dernier emplacement, si on doit tenir compte de cette contrainte, eh bien, on n'a que 2 possibilités. Donc, si on n'en a que 2, mais après, c'est toujours la même chose. On multiplie les possibilités entre elles. Et donc là, cette fois-ci, eh bien, on obtient 2000 codes qui se terminent par 3 ou par 5. Et maintenant, si on se dit, par exemple, qu'on a... alors, ça doit toujours se terminer par 3 ou 5, et il doit y avoir que des chiffres impairs dans le code. Donc là, pareil, il y a les 4 emplacements, un emplacement pour chaque chiffre du code. Donc à la fin, bon, on a toujours la même contrainte qu'au début, donc on a 2 possibilités pour le dernier emplacement. Et combien est-ce qu'on en a pour les autres? Eh bien maintenant, tous les chiffres doivent être doivent être impairs, pardon. Donc on a la possibilité à chaque fois entre 1, 3, 5, 7 et 9, ce qui fait 5 possibilités pour le premier emplacement, pour le deuxième et pour le troisième. Et donc pareil, on multiplie les probabilités entre elles. Si ça fait 5 fois 5, 25, fois 5, 125, fois 2, 250. Donc il y a 250 codes qui ne contiennent que des chiffres impairs et qui se terminent par 3 ou 5. Et on va faire un dernier exemple sur le code avant de passer à une autre situation. On va se dire par exemple que là, on ne veut pas de répétition. Pas de répétition de chiffres, donc que des chiffres différents dans le code. Donc là, au début, eh bien, on a 10 possibilités. Parce qu'on a le choix entre tous les chiffres de 0 à 9. Pour le deuxième emplacement, on n'a que 9 possibilités parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser le chiffre qu'on a utilisé au début. Donc ça fait x 9. Ensuite, il y a 2 chiffres qu'on n'a plus le droit d'utiliser, donc ça laisse seulement 8 possibilités. Et dans la même logique, il en reste 7 pour le dernier chiffre. Ça, je sais pas combien ça fait exactement, c'est pas très important. Enfin là, ici, on a 7 fois 8 qui fait 56, fois 9, donc ça fait 450 et 54, donc 504, donc je pense que ça fait 5040. Je me suis peut-être trompé. Si c'est faux, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de comprendre la logique qui est ici. Donc voilà, moi je recommande toujours d'avoir un peu cette idée qu'il y a des emplacements et qu'on les remplit les uns après les autres. Et on se demande à chaque fois combien on a de possibilités pour le premier emplacement, pour le deuxième, le troisième, et comme ça jusqu'au dernier. Et après, on multiplie toutes les possibilités entre elles. Maintenant, on va prendre une autre situation. On va prendre par exemple une course d'athlétisme. Et donc, au cours de cette course, il y a 20 concurrents. Et donc on peut se demander combien il y a de podiums, le podium correspondant donc aux 3 joueurs qui arrivent, enfin 3 concurrents qui arrivent en tête de course. Donc, il y a une première place dans le podium, une deuxième et une troisième place, la médaille d'or, d'argent, de bronze. Donc, combien il y a de possibilités pour le premier emplacement? Il y en a 20, puisqu'il y a 20 compétiteurs. Pour le deuxième emplacement, il y en a que 19. Puisque le premier joueur, il est premier, il peut pas être à la fois premier et deuxième. Il y a 19 possibilités. Et pour le dernier emplacement, enfin pour la troisième position, la médaille de bronze, il reste 18 compétiteurs possibles, donc 18 possibilités. Et puis donc comme avant, on multiplie les nombres de possibilités entre eux. Donc ça pareil, pour deux têtes c'est un peu pénible à faire, donc c'est pas très grave, ça se calcule avec une calculatrice. Mais voilà, encore une fois, c'est pas le nombre final qui est le plus important, c'est vraiment comprendre la logique. Et puis si on se dit que, par exemple, il y a un joueur qui s'appelle Clément, et qu'on se dit qu'on veut que Clément, dans cette course, il arrive premier, donc on se demande combien il y a de podiums dans lequel Clément termine premier. Pour la première position, en fait, on n'a qu'une possibilité, il faut que ça soit Clément.
Et après, pour les deux positions suivantes, il reste 19 compétiteurs en lice pour la deuxième position, et ensuite seulement 18 pour la dernière place du podium. Donc voilà, pareil, on fait 19 fois 18, et on trouve le nombre de podiums différents dans lesquels Clément est premier. Et pour la dernière situation, on va s'intéresser à un jeu de 32 cartes. Et on va considérer qu'on s'intéresse à un jeu au cours duquel chaque joueur a 5 cartes en main. Donc voilà, au début de la manche, on distribue 5 cartes à chaque joueur, et puis après, ils font des choses avec ces cartes. Et on va se demander combien il y a de mains possibles, donc de mains de 5 cartes différentes. Donc pour ça, on peut commencer par prendre la même logique que ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire que là, on se dit qu'il y a 5 cartes, donc il y a 5 emplacements à remplir. Et là, ici, il y a 32 possibilités pour la première carte, il n'y en a que 31 pour la suivante, 30 pour la troisième, puis 29, puis 28. Donc bon, ça fait un grand nombre qui se calcule très bien avec un ordinateur ou une calculatrice, mais je vais pas le faire de tête, ça n'a pas grand intérêt. Mais en fait, le problème, en réfléchissant comme ça, c'est qu'on introduit une notion d'ordre. Et c'est inévitable. Et d'ailleurs, c'est... peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais on l'a dit, enfin ça se voit qu'on a introduit un ordre entre les cartes, puisqu'on a dit il y a un premier emplacement à remplir, un deuxième, un troisième, un quatrième et un dernier. Sauf qu'en faisant ça, donc, on introduit une notion d'ordre entre les cartes. Sauf que c'est pas pertinent dans le cadre d'un jeu de cartes, parce qu'admettons, si on a 4 as plus une dame, ou si on a une dame plus 4 as, eh bien là, en réfléchissant comme on a fait, ces deux mains-là, elles sont considérées comme différentes, alors que ça n'a pas de sens. Là, ici, que le joueur il ait rangé ses 4 as à droite ou à gauche, il a la même main. Donc il va falloir corriger justement le nombre qu'on obtient en réfléchissant comme ça pour enlever la notion d'ordre. Parce que là, en fait, on surestime le nombre de mains différentes, puisque déjà, 4 as et une dame, on le compte une fois dans cet ordre-là, une fois quand les as sont à gauche, une fois, admettons, une fois supplémentaire si la dame est au milieu, en deuxième position, en quatrième position, et puis pareil, on peut mélanger les as, on peut commencer par l'as de pique, puis l'as de cœur, ou d'abord l'as de cœur, ou d'abord l'as de carreau. Donc en fait, on surestime euh, beaucoup le nombre de mains qui sont réellement différentes en réfléchissant comme ça. Donc là, il faut se demander, une main de 5 cartes, combien il y a de façons de la ranger? Combien il y a de façons d'ordonner les cartes à partir de 5 cartes? Donc là, on peut refaire un peu la même idée, sauf que là, au lieu de partir d'un ensemble à 32 cartes, on obtient un ensemble à 5 cartes. Et donc, il y a 5 possibilités pour la première carte, pour la carte qu'on va ranger à gauche, puis 4 possibilités pour celle juste après, puis 3, puis 2, puis 1, puisqu'il en restera une seule à la fin quand on aura rangé les 4 premières. Donc ça, par contre, ça se calcule bien de tête, ça fait 120. Ce qui veut dire qu'en fait, on a compté 120 fois, il y a 120 fois une main avec 4 as et une dame, et on les a comptées chacune une fois. Donc au total, 120 fois, en raisonnant comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diviser ce nombre-là par le nombre de façons de ranger les 5 cartes. Donc, c'est-à-dire 120, le nombre qu'on vient de trouver. Et dans ce cas-là, en fait, on compte une seule fois ces deux mains et toutes les autres, qui contiennent 4 as et une dame, on les compte une fois au total, puisqu'on a corrigé par ce facteur 120. Donc, si on prend un peu de recul sur ce qu'on a fait depuis le début de cette vidéo, il y avait eu d'abord les histoires de codes à 4 chiffres. Donc que ce soit un code de téléphone, un code de cadenas, peu importe, mais un code à 4 chiffres. Et puis ça marche pour 4 chiffres, ça marcherait aussi pour 6 chiffres.
Donc dans ce cas-là, on trouvait que le nombre de possibilités, c'était 10 puissance quelque chose. Ensuite, pour la course, on avait trouvé que c'était quelque chose de type 20 fois 19 fois 18, etc. Et puis là, on trouve que c'était, pour le jeu de cartes, la dernière situation à laquelle on s'est intéressé, que c'était 32 fois 31 fois 30, etc., divisé par un nombre. On a eu 3 situations différentes avec 3 façons de calculer le nombre de possibilités différentes. Et donc, pourquoi est-ce qu'on obtient 3 types de formules, 3 schémas en fonction des situations? Eh bien parce que en dénombrement, il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est est-ce qu'il y a répétition possible d'éléments et est-ce qu'il y a un ordre. Donc là, pour le code, à part pour la dernière situation, on avait déterminé le nombre de codes où il n'y avait pas de répétition de chiffres, mais en dehors de cette situation, on peut tout à fait avoir un code dans lequel apparaît plusieurs fois le même chiffre. On pourrait même avoir un code qui contient que le même chiffre, genre 7777. C'est tout à fait acceptable comme code. Donc là, ici, il y a répétition possible. Donc là, dans cette situation, il y a répétition et il y a un ordre. Parce que il y a un premier chiffre, dans la combinaison, il y en a un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc il y a à la fois répétition et ordre. Dans la situation de la course, il y a un ordre évidemment, il y a un classement quand on fait une course, donc un ordre, il y en a un. Par contre, il n'y a pas de répétition d'éléments. Une fois que qu'un joueur est arrivé à une certaine position, il ne peut pas arriver à une autre position simultanément. Et dans la dernière situation, il n'y avait pas de répétition parce qu'on peut pas tirer 2 fois la dame de cœur, sinon il y a un petit problème. Donc pas de répétition et il n'y avait pas non plus d'ordre. Donc c'est vraiment 2 aspects essentiels, l'histoire de répétition et l'histoire d'ordre, pour savoir comment calculer le nombre d'éléments dans un ensemble. Donc là, ici, on l'a fait dans des cas appliqués avec des exemples concrets. Dans la prochaine vidéo, on l'appliquera avec des n, des k et des lettres. Enfin, on introduira aussi un petit peu de vocabulaire qui correspondront justement à chacune de ces situations, s'il y a répétition, pas répétition, s'il y a un ordre, pas un ordre. Il y a différents noms en fonction des situations, donc on en parlera plus tard. Mais globalement, si vous avez compris ça, c'est le plus dur. Après, quand on passera aux lettres, si vous avez bien compris la logique, ça devrait aller tout seul. Et toujours est-il que pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aurait été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.